La prise de parole devant un public n'est pas un exercice facile. Il faut s'y préparer, puiser dans la force du corps. C'est un risque. Me voilà nue. Vous verrez cette gêne si on fait passer le micro tout à l'heure. La prise de parole devant un public n'est pas un exercice facile, mais plus le mot est juste, plus on est à l'aise. Il faut trouver ce juste équilibre, faire face à notre grande peur de tomber. C'est une peur du quotidien. L'équilibre est un instant éphémère. L'équilibre, ça se cherche un petit peu tous les jours. C'est de ce thème d'équilibre le sujet de mon recueil de poésie multilingue Balance que je souhaite vous parler ce soir, accompagné au piano par Yacine Azayez pour rendre toutes choses plus belles. Merci Yacine. L'équilibre, c'est aussi le thème de l'exposition que vous venez de voir, une exposition que je présente avec mon ami photographe Sean Hayes. Sean et moi avons tout début travaillé ensemble pour créer des visuels qui pourraient, par la photo, faire entrer le mouvement et la danse dans ce projet poétique. Ensuite est venue l'idée d'imprimer ces photos sur de la soie, avec les poèmes écrits à la main dessus. Car je voulais, en fait, cette matière fluide, mobile, plurielle et durable, puisque ces carrés ou rectangles de soie peuvent se porter également comme des foulards. Et enfin, ce qui m'apportait aussi beaucoup, c'est que vous puissiez participer au mouvement, que le souffle de votre passage anime et ravive tout en délicatesse cet effort. Donc merci. Cette exposition se tiendra à la Maison d'Infancité jusqu'au 18 avril. Et je remercie Donald, Georges, Saïd et tous les collègues de la Maison d'Infancité pour l'accueil à grandes portes ouvertes pour cette soirée et cette exposition à la recherche d'équilibre. Mais revenons à notre quête poétique et à notre lecture musicale. Tout a commencé pour moi par un discours. Le voici. En l'espace d'une décennie, 6 décès, 6 membres de ma famille perdus. Autant de chutes qui m'ont fait perdre confiance en la force qu'est la vie, qui m'ont fait douter et qui ont fait de moi une résignée au sort. 6 morts, plus lourdement vécus qu'en passés sous silence. Et comme afin de les faire revenir à la vie, je vais vous les compter. 1. Mon neveu a 18 mois. Tant d'espoir s'est envolé lorsqu'allongé, droit dans son cercueil, sa peau était froide, son corps inerte. La peine épouvantable et incohérente de la perte d'un enfant. 2. Mon père a un cancer. Les médecins le sauveraient, il faiblit. Les soins intensifs, il faiblit encore. C'en était trop. Il est mort. Cela m'a fait l'effet d'un bloc de glace qui d'un coup brut se fend et rompt avec un continent de glace pour fondre dans l'immensité. 3. Ma mère a un cancer. J'étais
complice de sa douleur, de la maladie qui réduit le corps à chaque jour, de la maladie qui ronge. Je lui tenais la main pour l'accompagner le long d'un long tunnel rétrécissant jusqu'à sa fin. Quatre. Ma belle-sœur a un cancer. 47 ans. Il y avait de l'espoir, la foi en la science. Puis il n'y en avait plus. Aucun miracle, ni du médecin, ni du divin, ne put la sauver. La violence d'une mère volée à un fils unique de seulement 8 ans. Comme nous avons regretté la mort. Mon mari et moi, nous avons pleuré. Nous nous sommes aimés jusqu'à tomber enceinte. Voilà que j'attendais 2 petites jumelles, 2 petites demoiselles, extraordinaires. Comme par les prouesses technologiques, je pouvais les voir sur l'écran échographique à la maternité. Déjà complices, elles se tenaient la main. 5. Audrey subit une lésion cérébrale au cours du 5e mois de grossesse. Elle est morte in utero, d'une mort assistée pour remédier au syndrome transfuseur-transfusé commun chez les jumeaux. Au moins, l'intervention sauverait sa sœur. Déjà une solidarité entre sœurs. 6. Un mois plus tard, à 6 mois de grossesse, je perds les os. Vite, à l'hôpital. Une fois de plus, l'hôpital. Mais on la sauve. Elle est saine. Alors on l'attend. Notre petite Constance. Alitée, je la couve dans mon gros ventre. Je lui parle. Les semaines passent. On s'entend. Jusqu'à ce que les contractions n'arrivent. Trop tôt, trop tard. Le 9 février 2016, j'accouche d'une petite Audrey, mort-née, et de la belle Constance, une petite chérie qui meurt doucement dans mes bras. Six vies, 6 espoirs, 6 morts. Mais il y a une 7e histoire. 1 heure après l'accouchement, une crise de septicémie m'envahit. Nulle place au chagrin, nulle place aux larmes. Prise sur le vif par la vive peur de ma propre mort. Les médecins se bousculent, je crois voir la fin. C'est sur moi que se posent des regards affolés, des regards de peine. C'est moi emmenée aux soins intensifs. C'est moi la mourante et non plus l'endeuillée. Mais aujourd'hui, je suis là. Me voilà, devant vous, depuis la force de mon corps, depuis ce lieu de deuil, depuis ce lieu de vie. Je vous parle
et vous m'entendez. J'ai des jambes qui me portent, une voix qui porte, une main à tendre et une rose à donner. À mon mari, pour sa présence, pour son amour, pour nos larmes de peine et pour nos larmes de joie. Une rose pour nos enfants, ici présents, Oscar, Greta et Rose, à qui je dis tout l'honneur que j'ai d'être votre mère. Une rose pour la santé et pour mon équilibre, libre de tout handicap, libre pour danser. Une rose pour les amis et pour les belles rencontres. Une rose pour ce défi relevé ce soir, ma prise de parole face à mes vulnérabilités. Et finalement, une rose pour vous, vous qui m'écoutez. Car sans rose, sans présence, il n'y a aucune histoire. Et c'est pour ça que 1000 roses ne suffiraient pas pour suffisamment vous dire merci. Merci. Tout mon effort de recherche d'équilibre dans la pensée, dans le corps, dans l'âme, part de là. Tout mon travail d'écriture, de danse, de parole, part de là. Tout part de la compréhension et de l'entente que rien n'est possible sans qu'il y ait un nous, un entre nous, un équilibre entre nous. Tout part de l'appréciation de l'essentiel, la vie, au sens le plus large qu'il soit. Et c'est pour ça que finalement, ce discours a quelque chose de poétique. Je l'ai écrit par besoin de partage, de besoin d'un nous. Et en fait, la poésie, ça sert à ça, à revenir à un essentiel commun, à éveiller nos consciences, à interroger sans répondre, à créer l'étonnement. Et c'est pour ça que la poésie existera encore plus fort, partant de douleur et de souffrance. Chers amis, nous avons ce soir un invité d'honneur qui est le grand poète Jean-Pierre Sémillon, une personne admirable qui parcourt la France, la Belgique et les horizons lointains pour expliquer à tout le monde à quoi sert la poésie et pourquoi la poésie existe depuis des millénaires. Et pas plus tard que la semaine dernière, Jean-Pierre Sémillon recevait un grand prix international de poésie, the Golden Reed Award, que d'autres grands poètes comme Seamus Heaney et Pablo Neruda ont reçu avant lui. Et ce que je trouve encore plus admirable, c'est qu'il s'en étonne encore. Merci Jean-Pierre Sémillon d'être parmi nous. Toutes nos félicitations aussi. Jean-Pierre Sémillon nous dit qu'on n'échappe jamais tout à fait aux mollesses du cœur. Par contre, ça vaut peut-être quand même le coup de se réveiller avant le tombeau.
à l'heure, je demanderai peut-être à Jean-Pierre de répondre à quelques questions ou un dialogue. Mais pour l'heure, je vais vous lire l'un de ses poèmes, extrait de son recueil « Levez-vous du tombeau ». Celui qui entend un chant sous l'écorce des arbres, qui sait converser avec le silence des pierres et trouve plénitude dans un désert. Celui qui comprend par les mains, par les pieds, et sait apprendre ce qu'il faut apprendre de l'odeur mouillée de la terre et du soupir d'un oiseau, qui très sérieusement prend mesure de sa vie en parcourant le torrent depuis le carillon des neiges jusqu'au cercueil du lac. Celui-là, comme Orphée, est vainqueur de fer. Il ne reçoit d'ordre de quiconque. Il n'a de loi que celle qui tisse l'existence. Mais il lui aura fallu, un jour comme Orphée, descendre aux enfers pour comprendre ce qu'il aime, l'avoir perdu, être revenu errant sous un ciel trop lourd pour sa nuque, et avoir reconnu en lui une solitude peuplée d'un amour sans raison pour tout ce qui vit. De tout cela, enfin, avoir fait pour sa lyre un chant de marée mort et de montagnes étincelantes. Merci. La poétesse et romancière André Chédid disait « Je crois que la poésie est un levier de liberté. La poésie, c'est la pleine réalité. C'est la réalité qui comprend l'existence. Car nous sommes tous pris dans des quantités de barrières et d'obstacles et de prisons. Je crois que la poésie essaie de percer tout cela. Les 2 prochains poèmes que je vais vous lire sont des poèmes qui font l'éloge de cette capacité à surmonter cette quantité de barrières et de prisons qu'évoque André Chédid, pour céder la place à ce que j'appellerais une fière liberté, proprement libératrice. Le premier de ces 2 poèmes est un éloge à ma fille, Rose. C'est aussi un poème que j'ai écrit en réponse à la poétesse américaine Ada Limon, qui, dans un poème intitulé « L'impair », « The Raincoat », remercie sa mère pour tant de bienveillance alors qu'enfant, elle suivait des soins pour une scoliose. Et Ada Limon nous dit « Toute ma vie durant, j'étais à l'abri sous son impair, en pensant que c'était un miracle, que jamais je n'étais mouillée. » Mon poème à moi, aussi en anglais, est intitulé « Parents Need Raincoats Too ». Parents need raincoats too. When I drove my 9-year-old daughter home from her twice-weekly physiotherapy session to help untwist her 46-degree curved spine and chase away the threat of a limp, a hunchback, surgery, or a breathing impediment in her adult body. I laughed when she said she worried about not being able to drive a car as a grown-up because of the challenge of a left turn against oncoming traffic. She never moaned about the hours of play she missed. She never fretted about catching up on schoolwork. She never complained about the dread of strapping herself daily into a rigid, dance-inhibiting brace
Today, a tear escapes my eye to salute the stamina of a child who sees no obstacle as unsurmountable, and a tear for another mother, one who sought to tell me that parents need raincoats too, and shelter from the sterile cold. Puisque la maison de la Francité fête la belgitude cette saison, je vais vous parler d'un sacré Belge, un héros, un Belge héros né à Lieberchi en 1910. Il s'agit de Django Reinhardt, la référence inégalée jusqu'à ce jour en guitare jazz manouche à travers le monde entier. Mais ce qu'on sait moins de lui, c'est que à 18 ans, il est gravement accidenté dans un incendie. Il passe 18 mois à l'hôpital. Il est question de lui amputer une jambe. Les doigts de sa main gauche sont gravement meurtris. Ce serait la fin de sa carrière de guitariste. Mais Django Reinhardt refuse ce sort. Alors que le handicap est proprement physique, il dit non. Et ce qui me fascine, c'est cette capacité humaine, cette capacité réelle, quasi miraculeuse, de surmonter les pires épreuves, surtout lorsqu'il s'agit d'épreuves du corps. C'est tout le sujet de mon prochain poème, un hommage à cette fière liberté, acquise ou conquise. Le prochain poème est intitulé « Extatique Victoire ». Il est dédié à une photographe parisienne qui a eu une longue et magnifique carrière dans la photo sur les plateaux de cinéma, et ce, en dépit du fait qu'elle a perdu une jambe à 18 ans. Ce poème est intitulé « Extatique Victoire », le nom de l'une de ses expositions qui s'appelait « Les Extatiques ». À l'éclosion de l'âge adulte, son corps vécut un choc brutal. Et moi, tantôt en émoi, devant sa capacité à s'approprier en argentique la beauté de corps en mouvement élastique. Rien ne l'y prédestinait. Au contraire, son exploit refusait un destin tendu, préférant traquer le beau. Extatique victoire, ce choix si difficile, d'une discipline sublime qui la soutient si haut. C'est elle, la plus belle femme du monde, sachant extraire le beau à coups de photos étoilées. C'est elle, la plus habile danseuse du monde, se déplaçant à pas comptés et habilement chorégraphiée. Elle, acrobate au quotidien, maîtresse d'un équilibre resté pour tant d'autres introuvé. Je veux comprendre comment fonctionne la magie de cette jambe perdue, qui l'enveloppe de majesté, car elle y a autorisé. Je veux écrire cette élégance. Je veux lui dire de continuer, faire l'éloge de ces deux jambes, celle portante qui règne au quotidien et celle emportée qui fait d'elle une reine. Reine, apprends-nous comment tu fais.
L'été dernier, lorsque j'ai publié et partagé mon recueil de poésie pour la première fois avec mes amies d'enfance, elles sont venues me voir. Et à la fin de la lecture, c'était le jour de mon anniversaire, elles sont venues me féliciter, m'embrasser, m'encourager. Puis l'une d'entre elles m'a dit en rigolant, « Tu sais, Alison, c'est chouette tout ça, mais quelque part, tu nous gonfles. Parce que tu nous gonfles à réussir ton coup. Et d'ailleurs, ce serait bien que tu écrives un poème sur tout ce sujet-là, sur le sujet de la rivalité entre filles, mais tu nous fais un poème pas trop méchant, genre en équilibre, et qui finit en beauté. » Et on a beaucoup ri ensemble ce soir-là, sans rancune, puisque mes belles amies sont revenues ce soir. Merci d'être là. En revanche, j'ai passé un été à me poser la question si la jalousie était quelque chose qui existait pour de vrai. Et plus je me renseignais autour de moi, et plus je découvrais à ma stupéfaction que c'était quelque chose qui, en effet, faisait partie de notre société. Donc le prochain poème, je l'ai écrit en honneur à toutes les femmes, sur invitation de mon amie Laurence, qui a eu l'intelligence de mettre le doigt sur un vrai sujet. Et en introduction, je vous citerai une phrase de Fabrice Midal, tirée de son livre « Les princesses ont toujours raison ». Et Fabrice Midal nous dit « Nous avons tous en nous une fée, une forme d'intelligence prête à nous indiquer un autre chemin ». Ce poème est intitulé « Plus forte que ça ». Ève, jalouse Adam? Elle était bien mauvaise, sous l'ordre de l'arbre béni. Cendrillon, jalouse ses sœurs. Ou n'était-ce pas l'inverse? Blessée ou celle qui blesse? Belle-mère, jalouse belle-fille. Qui est plus belle Vénus? Dauphine, jalouse coureuse, la violée, l'autre pleureuse. L'épouse, la favorite, faisant valoir plus de mérite. Mais aux yeux de quel arbitre? Mythe, Bible ou féerie, depuis des siècles, une litanie d'envie nourrie. Pourquoi? Pour qui ces siècles de jalousie entre filles? Pour paraître ou pour le mal? Pour l'amour du ciel? Grisant, femme, risant, car tu es plus forte que ça. Ris de ce chausson, de ces plafonds de verre détruits. Crie. Crions ensemble victoire, ma belle. Laissons la fée marraine nous éclairer. Ensemble, nous sommes plus fortes que ça. Et tu le sais. Je suis convaincue que j'ai plus à apprendre de mes enfants qu'ils n'ont à apprendre de moi. Qu'ils ont plus raison que moi. Notamment sur les questions posées par leur génération par rapport au genre masculin, féminin. Des questions qui étaient genre ignorées lorsque j'avais leur âge, genre quand les télés étaient en noir et blanc, genre sans couleur ni nuance. Ancrée comme je le suis dans mon époque et dans une identité féminine, je cherche à mieux comprendre leur quotidien. Le prochain poème est intitulé « Genre » et il évoque une évolution générationnelle sur ce sujet qui, de plus est en français, va jusque dans l'usage de la langue. Car lorsqu'une femme de naissance fait le choix du masculin,
c'est aussi son langage qui change. D'où l'adjectif de la fin de ce prochain poème. Genre. Moi aussi, j'y ai cru au discours de la mère, de la maîtresse de classe, de la parité du genre, que nos grands-mères avaient tout réglé. Depuis la veille de la Marianne jusqu'à Simone Veil, le dossier était clos. Jusqu'au jour où j'étais inaudible à la table des savants. C'est là que la main tomba sur ma fesse pour voir si elle était bien dodue. Depuis lors, je noue un bandeau sur mon torse pour qu'il le soit moins. Me rase les jambes pour que le poil reprenne de la bête. Car en grammaire, comme en toute chose, le masculin l'emporte sur le féminin. Et les soirs de pleine lune, quand j'erre dans les rues creuses, il m'arrive d'envoyer un message aux âmes chères pour leur dire que je ne suis pas mort. L'allemand est l'une des 3 langues officielles de la Belgique. Ça tombe bien, j'aime beaucoup cette langue. Je trouve qu'on s'y sent bien. On sait où on va avec l'accusatif et on sait où on est avec le datif. Je me souviens de mon tout premier cours d'allemand. J'y suis allée avec ma camarade de classe, Joël. Nous avions 6 ans. Et Joël m'annonçait fièrement que sa maman parlait déjà l'allemand. Wow. Un jour, nous pourrions parler l'allemand toutes deux, comme la maman de Joël. Quelle chance, cette école européenne à Bruxelles. Quelle ouverture sur l'Europe et sur les langues. Plus tard, lorsque j'ai passé une année Erasmus en Allemagne, je suis tombée en amour pour la poésie de Maria Rainer Rilke. En particulier, son poème « Musik » m'a marquée. C'est un poème où les silences entre les mots comptent tout autant que les mots, à mon sens. Un peu comme c'est le cas de la musique en elle-même. Et je me suis inspirée de la musicalité pour écrire le prochain poème que je vais vous lire, qui est en allemand et qui parle d'une personne allemande avec qui j'ai travaillé. Mon poème est intitulé « Die Entscheidung », la décision. Je vais essayer de vous le lire avec une cadence, de telle sorte que vous puissiez le comprendre, même si vous n'avez jamais fait de l'allemand, au moins jusqu'à ce jour. Die Entscheidung. Zuhören. Ohren steif halten. Leise sein. Ablenkungsfrei offen bleiben. Bereit sein, Neuheit aufzunehmen. Zeit nehmen. In dem stillen Augenblick atmen, gucken, richtig sehen, Farben auseinander trennen, laufen, durch Bewegung eine Chance geben, für den großen bis zu den allerkleinsten Schwingungen des Pendels. Genauigkeit der Situation messen. Dann ausgleichen. Mit Weisheit
austarieren, vorausschauend Entscheidung treffen. Genau. Je vais vous réciter le prochain poème, car je le connais par cœur. Je l'ai écrit en classe à 17 ans, au cours de français. Non pas que c'était un devoir, mais parce que nous avions l'un de ces professeurs qui marquait la conscience des jeunes. Je me souviens de l'effort qu'il faisait pour traduire les fables de La Fontaine dans un langage qui pourrait capter l'attention de jeunes effrontés de 17 ans. Monsieur Philippe Calais, vos anciens élèves sont loin de vous oublier et nous ne faisions pas seulement semblant de vous écouter. Et c'est pour ça que je suis ravie que vous soyez là pour m'écouter ce soir, pour ce poème intitulé « L'intervalle ». À 17 ans, je m'imaginais déjà faisant face à la mort. L'intervalle. Dans l'intervalle entre deux morts, ma mort et celle des gens partis, je vis en pensant à ton sort et à ton être, maintenant esprit. Aurais-tu bu les tristes larmes de Thanatos, ce maître infâme, et senti ronger en ton sein son doux poison et pur venin? Ô toi que j'avais tant chéri, nos relations sont-elles finies? Trésor caché, je chercherai, et un jour, je te rejoindrai. Le néerlandais est la langue dominante de ce pays. Et comme les francophones ne peuvent y échapper, on peut au moins remercier les Flamands de nous avoir fait une fleur en nous offrant le sarteré. Par rapport aux Néerlandais du Nord, bien sûr. La douceur du G. Un jour, en voiture, j'écoutais une émission sur la radio, Radio 1, et je me suis étonnée de très bien comprendre les mots, le vocabulaire, pour autant qu'on puisse encore comprendre les infos de nos jours. L'émission s'appelait « What doet het nieuws ?» Le nom de l'émission qui a pour sous-titre « Altijd benieuwd ». J'ai écrit un poème pour exprimer mon enthousiasme par rapport à ce moment où j'étais à la fois toute contente de pouvoir comprendre les mots dans une langue étrangère et à la fois un peu en désarroi de ne rien comprendre de ce qui se passe. Et c'est particulièrement le titre, donc Altijd benieuwd, qui m'a encouragée dans cette recherche. Altijd benieuwd, qui je pense est traduit par une émission francophone, Restons curieux. Mais quelque part, Altijd benieuwd, je pense en néerlandais, ça veut dire justement rester curieux, mais à mes oreilles, j'entends plutôt Altijd benieuwd, en tout temps, émerveillé par ce qui est nouveau. Je vais un peu ramer, je vous dire, pour l'énonciation de ce prochain poème, surtout pour vous dire, vous parler d'une chasse à l'homme pour retrouver un tireur d'élite d'extrême droite lourdement armé qui a fui l'armée en Stummelings. Mais voici Altijd benieuwd. Altijd benieuwd. Is een klopjacht begonnen een zwaar bewapende rechtsextremistische voortvluchtige sluipsluiters op vrije voet te vinden.
altijd benieuwd. Er is een nieuwe dag, record de doden door coronavirus in Indië, met meer dan 20.000 gevallen per dag. Altijd benieuwd. Er zijn 29 miljoen mensen in Afrika die met geweld uit hun huis zijn verdreven. Altijd benieuwd. Altijd benieuwd op Radio 1. Maar nooit bewogen door hyperbolische daden. Alleen bewogen door het wonder dat ik door het luisteren van een andere taal de tragedie van het alledaagse kan ontsnappen. Alleen bewogen door het geluk dat ik de Nederlandse woorden kan begrijpen, toch helaas nooit de betekenis van wat doet het nieuws. Mon prochain poème combine une histoire d'enfance à l'effet magique et transformant de la poésie. Il se termine sur une fin grave. La fin que nous réserve une vie sans poésie. Ma poupée réversible. Ma poupée réversible. Un jour, le grand Saint-Nicolas m'apporta une poupée réversible. D'un côté, le petit chaperon rouge, avec sa capuche rouge tout le long de sa longue robe rouge. Au revers de la jupe, et hop, elle devenait mère grand, en grande chemise de nuit noire étoilée. Une métamorphose vive, dont j'étais maîtresse. Au revers de la main, une fillette rouge devenait grande dame en bonnet de nuit. Et pourtant, il n'y avait qu'une seule poupée, une éclosion d'identité. J'aime imaginer qu'au revers d'un poème, je puisse être réversible. En un tour de main, je bannirai sous mes jupons convention, corsetterie et coquetterie, afin d'éclore fraîche et juste en poésie. D'autant plus que, derrière le bonnet de mère grand, se cachait un autre visage, celui du grand méchant loup, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de tous nous bouffer. Paul Valéry a dit « Un poète n'a pas pour fonction de ressentir l'état poétique. Ceci est une affaire privée. Il a pour fonction de le créer chez les autres. » Mon dernier poème est un éloge écrit à Fernando Pessoa. Je ne manque pas de saluer sa statue lorsque je passe sur la place Flagey, puisqu'il y est. Ce poème est une déclaration d'amour pour l'œuvre de ce poète, mais ce poème pourrait s'appliquer à tout autre poète. Il est intitulé « I fell in love ». I fell in love. Honest, I don't give my heart away lightly. But it happened again. I fell in love with the work of a poet. 'Twas just something he said that won me over. Now all I want to do is to curl up with you like a cat on your lap and listen
into your crackling fire. À quoi bon pleurer la mort? Quoi de plus banal? Pleurons plutôt d'amour pour toutes les merveilles et les beautés du monde et de la vie. Jean-Pierre, si tu le veux bien, j'aimerais t'inviter à prendre une place peut-être à côté de nous pour que tu puisses m'accompagner dans ce discours qui est le mien de faire l'éloge de la poésie. Jean-Pierre Siméon. Je t'en prie. Bon, voilà. Nous avons eu la... Oui, merci. Nous avons eu la chance cet après-midi de t'avoir au Parlement européen pour nous rappeler les choses essentielles de la vie, cette importance de se remettre en diapason avec soi-même, avec la réalité profonde, et de mettre un peu de côté les priorités, les réalités multiples, les nécessités imminentes. Et tu nous as beaucoup inspirés tout à l'heure et je t'en remercie et j'aimerais t'inviter à redire quelques belles paroles ici pour ce public ce soir. Merci beaucoup Alison. Vous savez, j'ai dit un jour à Alison que j'ai lu ses poèmes et notamment les poèmes, le discours du début et je dis que tout le parcours qu'elle énonce dans ses poèmes, tout ce qu'elle raconte de cette vie regagnée, reconquise, au fond, c'est le sens profond de la poésie. Je crois que nous sommes tous, à chaque instant, menacés par la mort, mais la mort a 1000 visages. La mort, il y a la grande mort, le grand méchant loup, qui nous dévore, mais il y a 1000 morts dans notre existence chaque jour. Je crois qu'à chaque fois qu'en nous quelque chose de notre humanité se perd, c'est une mort. Nous avons des colères inutiles, nous avons des jalousies inutiles, nous avons des appétits inutiles qui nous font manquer la vie. Puisque nous avons tous en partage. Ce qui nous fait humains, c'est ce qui nous tient debout. Et qu'est-ce qui nous tient debout? La seule chose qui nous tient debout, c'est d'être intensément présent à cette énigme merveilleuse dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire ce qui nous fait vraiment vivre, au sens être, ce que j'appelle être au sommet de soi-même, n'est-ce pas? C'est simplement être absent à tous les leurres, à toutes les chimères, à tout ce qui nous occupe, pour retrouver la présence essentielle de nous face au grand ciel, face à un ruisseau, face à un caillou, face à une main qui se tend, face à un visage qui pleure, enfin quoi, tout ce qui nous appelle à sortir de nous et à être dans cette étreinte passionnée, questionneuse, qui n'a jamais de réponse du monde qui nous entoure, de l'univers, de cet immense appel à traverser, à marcher, à rencontrer, à sourire, à embrasser. Voilà, et je crois que nous passons souvent notre existence, et c'est ce que je pense là, c'est ce que pensent tous les poètes que j'ai lus. Nous passons nos existences à
à des choses vénielles. Il y a bien sûr les nécessités immédiates dont tu parlais, Alison. C'est-à-dire il faut bien qu'on aille chez le dentiste ou qu'on aille acheter à manger, d'accord, bien sûr, on ne va pas le nier. Mais quand toutes les préoccupations de notre existence du matin au soir sont saisies par cette part-là du réel, les rôles que nous assumons socialement, les fonctions, les obligations, les nécessités, quand toute notre existence est prise par ça, il ne reste plus rien pour la vie intense et pure, n'est-ce pas? Et nous, pour le moment où nous sommes pleins de sens, et où nous ne sommes pas seulement dans des significations obligées, déterminées, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, et la poésie n'est là que pour nous rappeler le sens perpétuellement perdu de la vie. C'est l'histoire d'Orphée qui descend aux enfers, il faut toujours reconquérir la vie. Et nous sommes, plus le temps passe dans une existence, moi je suis déjà pas mal vieux, n'est-ce pas, et plus cette urgence de vivre, on la ressent, je crois. Et je crois que nous sommes sans cesse à nous battre pour échapper à tout ce qui nous ferait perdre ce sens de la vie intense, immédiate, incandescente. On peut citer tout poème, mais tout poème nous fait entendre quoi? L'incandescence de la vie. Tout poème vibre. La parole vibre dans le poème. Parce que la parole, tout d'un coup, n'est plus le discours qu'on entend à la radio, dans les paroles de toutes sortes, n'est-ce pas, les paroles sociales. Ce n'est plus du discours. La parole, c'est la langue qui est tout d'un coup insufflée de la vie. Elle retrouve du souffle. C'est une langue où quelque chose de notre cœur s'entend. Une langue où le cœur bat, vous voyez. Dès qu'on parle comme ça, dès qu'on parle au plus près des grands enjeux de notre existence, de l'extraordinaire amour de la vie qui nous porte et de la terreur de perdre la vie, parce que tout va ensemble, n'est-ce pas? Dès qu'on est là à l'essentiel, alors la parole est tout d'un coup émue elle-même. La parole on la sent toute proche de nous, alors que ce soit en allemand, en hollandais. Moi, je me rappelle d'une expérience, j'ai été invité il y a longtemps en Russie. À l'époque, c'était Leningrad, vous voyez, j'étais jeune, et je ne connaissais pas un mot de russe. J'ai passé 1 heure à entendre des poètes russes qui disaient des poèmes. Je ne comprenais rien, mais je savais que c'était des poèmes, et c'était très proche de moi. Parce que ce que j'entendais, c'était cette parole agie par la vie, agie par le cœur, agie par le sens terrible, n'est-ce pas, de la fragilité de l'existence. J'entendais la parole portée comme ça, comme par une vague de souffle, n'est-ce pas? Et ça change tout du discours ordinaire. Et nous avons besoin de la poésie parce que la poésie nous fait renouer avec cette exigence perdue de la vie. Alors bien sûr, on ne peut pas vivre toujours comme ça, ou alors il faut s'appeler Van Gogh, ou il faut s'appeler, je ne sais pas moi, Pablo Neruda, dont on parlait, ou tous ces gens qui consacrent une vie entière à ça, qui ne veulent jamais descendre dans ces, on va dire, dans la part la plus basse de l'existence, qui veulent être toujours au sommet de la vie. Alors ils s'épuisent, on se brûle comme ça. On peut donner plein d'exemples d'artistes, quels qu'ils soient, chanteurs, musiciens. Imaginez Mozart, qui vivent à chaque instant dans cette effervescence, alors qu'ils paraissent insupportables et bizarres pour nous autres dans la vie ordinaire, n'est-ce pas? Mais heureusement qu'ils sont là, car ils témoignent, et il y en a dans toutes les cultures, toutes les sociétés, même les plus primitives, les sociétés orales, toute communauté humaine a en son sein ce genre de personnes qui ne sont pas des héros, qui sont simplement des gens qui font le choix de ne jamais transiger sur l'existence. Et nous avons besoin d'eux, parce qu'ils témoignent pour nous tous de ce que nous sommes. Ils nous rendent notre dignité. Ils disent, mais tu n'es pas, toi, ce qu'on dit de toi. Tu es mon co-humain. Et rien n'est plus beau que l'humain quand il se grandit ainsi. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. Merci. 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 Alors, y a-t-il des gens dans la salle qui auraient des questions ou est-ce que vous êtes à l'aise pour le reste de la soirée? Y a-t-il des questions?
Eh bien, je vous remercie d'être venu. Merci. Merci Yacine. Miss